Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une initiative financière qui vient du Texas. Une initiative, disons-le, carrément audacieuse. Certains y voient une véritable rébellion, quelque chose qui pourrait bien venir secouer les fondations du système économique américain. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du sujet. On commence fort, n'est-ce pas? Le bâtiment le plus dangereux d'Amérique. On ne parle pas d'une banque à Wall Street, non, ni d'une base militaire, juste d'un bâtiment, en apparence tout à fait normal au Texas. Alors la question se pose, qu'est-ce qui peut bien le rendre si dangereux? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, on y est, le cœur du réacteur, si on peut dire. Il s'agit du Texas Billion Depository à Leander. Et attention, ce n'est pas juste un énorme coffre-fort. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le symbole d'un État qui dit stop et qui décide de défier le système financier tel qu'on le connaît. Alors, à l'intérieur, imaginez un peu le truc. Niveau sécurité, c'est du lourd, digne d'un film. Mais le plus fou, ce n'est même pas ça. Le point crucial, c'est son statut. C'est le tout premier, vous entendez bien, le tout premier dépôt de métaux précieux géré directement par un État américain. Pas par une banque privée, pas par le gouvernement fédéral, par l'État du Texas. C'est une véritable déclaration d'indépendance financière, littéralement coulée dans le béton. Et cette image du canot de sauvetage, elle est parfaite en fait. C'est vraiment ça. Ça nous dit que le Texas n'est pas juste en train de mettre son argent à l'abri, non, il se prépare à une grosse tempête. C'est comme s'il voyait le navire principal, le système actuel, prendre l'eau et qu'il se construisait sa propre embarcation pour survivre au naufrage. Bon, la question évidente c'est pourquoi? Pourquoi construire ce fameux canot de sauvetage? On va maintenant creuser un peu les motivations derrière tout ça. Et vous allez voir, tout part d'une chose. Une méfiance, mais une méfiance profonde qui ne cesse de grandir envers le système financier traditionnel. Accrochez-vous bien, 38 000 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le tournis, non? Pour ceux qui soutiennent ce projet au Texas, cette dette, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est la preuve que le système fédéral a complètement perdu les pédales. Et c'est leur argument numéro 1 pour dire « il est temps de construire autre chose, quelque chose de solide ». Et la liste des reproches est longue. D'abord, il y a cette impression monétaire, qualifiée d'hystérique, qui fait que le dollar perd de sa valeur jour après jour. Ensuite, il y a cette pratique assez obscure de l'or-papier. L'idée, c'est qu'on vend la même once d'or à plusieurs personnes, ce qui pose un léger problème, vous imaginez bien. Ajoutez à ça une méfiance généralisée envers les grandes banques, et voilà, vous avez le cocktail parfait qui explique cette rébellion. Et puis, il y a un autre mot qui fait peur, la débancarisation. En gros, c'est quand on vous coupe l'accès à votre propre argent pour des raisons politiques. L'exemple qui a marqué tout le monde, c'est ce qui s'est passé au Canada, avec le Convoi de la liberté. Le gouvernement a gelé les comptes bancaires des sympathisants. Et là, une peur qui était un peu abstraite est devenue très concrète pour beaucoup de gens. Cette citation, elle résume tout. C'est le cœur de leur raisonnement. Dans un effondrement financier, la possession est la loi entière. Ça explique pourquoi ils ont rapatrié leur or de New York. Pourquoi faire confiance à quelqu'un d'autre quand tout vacille? Pour le Texas, la seule vraie sécurité, c'est d'avoir son or chez soi, sous clé, sur son propre sol. Point. Ok, on a vu le pourquoi, c'est à fait clair. Maintenant, la question à 1 000 000, le comment. Comment on fait pour payer son café avec un bout de lingot qui est dans un coffre-fort à des centaines de kilomètres? Eh bien, c'est là que la technologie moderne entre en scène. Alors concrètement, comment ça marche? Imaginez, vous avez de l'or, du vrai, bien physique, stocké en sécurité dans ce fameux dépôt. Vous allez faire vos courses et vous payez avec une carte de débit spéciale. Au moment de payer, le système calcule instantanément combien vaut votre achat en or. Et hop, il transfère la propriété de cette toute petite particule d'or de votre compte à celui du commerçant. C'est fascinant. Le dollar sert juste à dire combien ça coûte, mais ce qui est échangé, c'est de l'or. Et là, on touche à un point essentiel. C'est vraiment le choc de deux mondes, deux visions de l'avenir de l'argent. D'un côté, on a le modèle texan, c'est basé sur un bien physique, l'or, et c'est votre propriété. De l'autre, on a le projet des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. Là, c'est entièrement numérique, contrôlé par le gouvernement et potentiellement programmable et traçable. Le Texas ne fait pas que proposer une alternative, il propose un modèle radicalement opposé. Alors on pourrait se dire, mais ils ont le droit de faire ça? C'est une bonne question. Et justement, cette initiative, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle repose sur une lecture bien particulière de la Constitution américaine. On va regarder de plus près sur quoi ils basent leur argumentaire juridique. Et voilà l'article en question. Un petit passage de la Constitution américaine qui dit, en substance, que les États ne peuvent reconnaître que l'or et l'argent comme monnaie légale pour payer des dettes. C'est un texte qui date, bien sûr,
Mais l'argument des pro-Texas, c'est de dire cette clause, elle a peut-être été oubliée, mais elle n'a jamais été annulée. Donc, on a le droit. Si on prend un peu de recul, on voit que ce que fait le Texas aujourd'hui, c'est vraiment une réaction à un siècle d'histoire monétaire. Ça a commencé en 1933, quand le gouvernement a tout simplement confisqué l'or des citoyens. Puis en 71, coup de grâce, on abandonne complètement l'étalon or. Le dollar n'est plus du tout lié à l'or. À chaque fois, on s'est éloigné un peu plus de la monnaie tangible. Eh bien, le Texas aujourd'hui essaye de faire machine arrière. Ok, mais quelles sont les conséquences de tout ça? Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste une petite histoire locale au Texas, non. Ça pourrait créer une véritable onde de choc à travers tous les États-Unis. Et surtout, ça pourrait mener à une confrontation directe, frontale, avec le gouvernement fédéral à Washington. En économie, il y a un principe bien connu, la loi de Gresham, qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. En clair, ça veut dire que les gens vont garder précieusement la monnaie qui a de la valeur, ici l'or, et se dépêcher de dépenser la monnaie qui en perd, les dollars. C'est l'argument classique pour dire que ce genre de système ne peut pas marcher. Oui, mais il y a un mais. La source qu'on analyse propose une autre théorie, la loi de Thiers, et elle dit exactement l'inverse. Quand l'inflation devient folle et que plus personne n'a confiance dans la monnaie papier, que se passe-t-il? Les gens ne veulent plus des dollars qui fondent comme neige au soleil. Ils se ruent vers la bonne monnaie, l'or, pour se protéger. Et le plus intéressant, c'est que le Texas n'est pas tout seul dans son coin. Pas du tout. On voit un vrai mouvement se dessiner. D'autres États comme l'Utah, le Wyoming, le Tennessee commencent à prendre des mesures similaires. Ils votent des lois pour que l'or et l'argent soient à nouveau considérés comme de la monnaie. L'idée qui germe, c'est de créer une sorte de coalition, un bloc de la monnaie solide, avec le dépôt du Texas qui jouerait le rôle de leur banque centrale. Et on termine avec la grande question, celle qui résume tout. Ce qui se passe au Texas, est-ce que c'est le début d'un système financier plus stable, plus sain, mené par les États eux-mêmes, ou est-ce que c'est le début d'une crise constitutionnelle majeure entre un État et le pouvoir fédéral sur la question la plus fondamentale qui soit, qu'est-ce que l'argent? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.